Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, toutes nos excuses pour ce retard dû à un souci technique, mais on est là, donc bienvenue dans ce webinaire qui est Réussissez en franchise, les clés d'un accompagnement gagnant, parce qu'on sait tous que la base d'une réussite en franchise va principalement résider dans le soutien, dans l'accompagnement que vous allez recevoir de la part du franchiseur et de ses équipes. Pour vous aider à avoir plus clair dans les questions que vous pouvez vous poser sur tout ce sujet de l'accompagnement, j'ai avec moi deux intervenants qui vont nous apporter leur éclairage, leur témoignage. Merci à tous les deux d'être présents. Camille Dionisi, vous êtes franchisée de l'agence Attila Reims-Ouest. Bonjour. Bonjour à tous. Et Anthony Boulch, vous êtes directeur de la franchise Attila. Oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour Sandrine et bonjour à tout le monde. Merci à tous les deux de votre présence et des témoignages que vous allez nous partager tout au long de ce webinaire. Alors juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler à vous participants, vous pouvez poser les questions que vous voulez pendant le live. Vous avez un petit onglet discussion. Ces questions, si elles concernent directement une question qui est en cours, on y répondra au fur et à mesure pour que ce soit à l'instant T et que vous ayez une réponse dès que vous en avez besoin. Et puis si c'est des questions plus générales sur la franchise, sur l'entrepreneuriat, on fera une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire et on répondra à toutes ces questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Ça peut permettre d'éclairer d'autres personnes et de répondre à des questions auxquelles on n'a pas pensé à ce moment-là. Au niveau du plan et du déroulé de cette intervention, on s'arrêtera sur 3 points principaux, à la fois la sécurité que représente le modèle de la franchise, le soutien que vous apporte forcément le franchiseur que vous décidez de rejoindre, et puis la liberté qu'il y a dans la franchise, parce qu'un entrepreneur franchisé reste un chef d'entreprise à part entière. Donc c'est un point qu'il ne faut pas négliger et qui est vraiment important quand on se lance en franchise. Pour entrer dans le vif du sujet, Anthony, quand on pense à la franchise, quelles sont finalement les différences principales entre entreprendre en solo et puis entreprendre en franchise? Alors, c'est une bonne question qu'on nous pose très souvent d'ailleurs. Entreprendre seul, c'est un peu comme un alpiniste sans corde. Il va pouvoir atteindre des sommets, mais au moindre faux pas, ça va être la chute libre. Alors que celui qui entreprend en franchise, il va grimper avec un guide, un itinéraire, du matériel qui a été testé, et il va rester maître de son ascension en avançant dans un chemin qui est balisé, quoi. Donc, en clair, si je résume, en franchise, on reste chef d'entreprise, mais on s'appuie sur un modèle qui est déjà éprouvé et qui a fait ses preuves. C'est vraiment le parachute de sécurité qui est derrière et qui empêche la chute libre dont vous parliez. Exactement. Pourquoi il y a cette forme de sécurité dès le départ? Parce qu'il y a un concept éprouvé, il y a plein de choses, mais qu'est-ce qui fait que dès le départ, le franchisé peut être rassuré? Parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche, en fait, contrairement à celui qui va entreprendre tout seul, où là, on est en pleine création, tout est nouveau, tout est neuf, on n'a pas éprouvé les choses. Là, on ne part pas d'une feuille blanche, il y a une expérience, une expertise. Nous, chez Attila, il y a 20 ans de retour d'expérience qui sont derrière l'enseigne. Il y a des centaines de chantiers par jour, un savoir-faire technique, commercial et managérial qui est éprouvé. Et du coup, le franchisé, lui, bénéficie de tout ça dès le départ, avec la formation, les outils, la communication, les process, tout le manuel du savoir-faire. Et donc, pour un entrepreneur seul, c'est ce qu'il faudrait des années à construire en étant tout seul. Oui, là, toutes les bases leur sont fournies directement parce que vous les avez éprouvées vous-même avant. Exactement. Donc, il arrive avec ce confort d'accompagnement dans tout ce que je vous ai cité juste avant. C'est quelque chose, Camille, que vous aviez en tête quand vous avez rejoint la franchise? Vous saviez dès le départ que vous vouliez vous lancer en franchise? Alors, pas nécessairement, pas forcément en franchise, effectivement, mais après, en posant les questions, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'effectivement, d'ouvrir en franchise, ça permettait, comme le disait Anthony, d'être sécurisé quelque part, tout en gardant son indépendance, mais en tout cas de pouvoir aller plus vite dans la création en limitant les risques, puisque on part sur un concept éprouvé, donc c'est quand même extrêmement rassurant par rapport à ça, de pouvoir avancer en ayant à ses côtés un franchiseur qui sait ce qu'il fait, quoi.
donc qui peut vraiment nous former et puis nous aider à entreprendre et à réussir. C'est ça, on dit souvent que la franchise, ça repose sur 3 piliers. Alors, je ne sais pas, Anthony ou Camille, lequel veut revenir sur ces 3 piliers qui font la franchise? Les 3 piliers, après on verra si Camille est d'accord avec moi. C'est le triptyque un peu effectivement qu'on retrouve un peu dans le milieu de la franchise. D'abord, il y a la marque, parce que elle ouvre des portes. Il y a une renommée, donc on n'arrive pas avec une marque qui n'est pas connue, donc il y a quelque chose qui est posé derrière l'enseigne. Le deuxième pilier, c'est le savoir-faire. Comme je le disais, on arrive avec un concept qui est éprouvé et qui, du coup, parce qu'il est éprouvé, évite de faire des erreurs. Et le troisième, c'est tout l'accompagnement qu'on met derrière, parce que ça va faire durer la performance dans le temps. Donc, ces 3 éléments-là, pour moi, c'est vraiment le cœur battant de toute la franchise, de toute une franchise dite sérieuse. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre les différents contrats. On dit souvent la franchise au sens large. On englobe souvent beaucoup de types de contrats. C'est vrai qu'une commission affiliation, un partenariat, une licence de marque ne va pas reprendre ces 3 piliers qui sont vraiment spécifiques à la franchise. Exactement. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut s'attacher quand on compare différents modèles. Il faut bien avoir ça en tête. Il faut bien comprendre, c'est ça, c'est important ce que vous posez, Sandrine. C'est quand on cherche à entreprendre, pas seul, il faut essayer de bien comprendre l'univers dans lequel vous allez arriver, que ce soit la franchise ou autre chose, mais de bien s'intéresser au modèle de fonctionnement et aux règles qui sont posées dedans. C'est important parce que ça va régir toute la relation ou le partenariat qui va être posé derrière. Oui, et toute la suite du contrat après sur toute la durée du développement de l'activité. Exactement. Au quotidien, comment est-ce que ces piliers se traduisent au sein de votre réseau, Anthony ? Chez Attila, on a structuré tout ça. Du coup, la marque, il y a une visibilité nationale avec une promesse de client forte. Donc, on a un service marketing et communication qui appuie des actions marketing et de communication autour de la marque. Donc, il y a deux pans. Il y a la marque employeur pour attirer des collaborateurs. Et puis, il y a plutôt la partie business où là, on va communiquer, nous, sur les contrats d'entretien. Et ça, sur plusieurs supports. Il va y avoir du digital, de la presse. Il peut y avoir des pubs télé sur pas mal de chaînes. Donc, ça, c'est important. Et puis, surtout, après, derrière, ce qui est posé chez Attila, moi, j'ai bossé dans beaucoup de grandes multinationales. Et honnêtement, chez Attila, on a une promesse de marque qui est posée, solide. Et ça, c'est important parce que ça permet de régir le qui on est et ce qu'on fait quand on travaille sur cette marque Attila, avec tout ce qui est important sur la partie humaine et sur la partie métier. Ça, c'est quelque chose, Camille, que vous ne pourriez pas tout seul en tant que chef d'entreprise solo, vous ne pourriez pas avoir tout cet attirail autour de vous ? Non. Vous m'entendez? J'ai cru avoir un problème technique. Excusez-moi. Du coup, je n'ai pas entendu toute votre question, mais c'était effectivement cette promesse de marque. Si vous étiez tout seul, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu mettre en place, vous, en tant qu'entrepreneur solo? Non, effectivement, parce que une marque, on peut la créer, mais pour qu'elle devienne établie, il faut quand même un tout petit peu de temps. Et c'est là où le système de la franchise est vraiment intéressant. C'est que tout simplement, on va bénéficier d'une marque qui est déjà établie, d'une reconnaissance sur le terrain qui est déjà établie. Donc, on gagne, comme je le disais tout à l'heure, on gagne beaucoup de temps par rapport à ça. Et la promesse de marque, effectivement, est essentielle parce que pour qu'une marque soit établie, il faut qu'il y ait une vraie promesse de marque, il faut qu'il y ait une vraie fondation de marque, un vrai projet, puisque sinon, une marque peut exister sans pour autant être établie et être reconnue pour ce qu'elle est. Oui, ce ne sera pas la marque en tant que telle. S'il n'y a rien derrière, ce ne sera pas comme ça que vous arriverez à aller quelque part. C'est essentiel en plus, si je peux me permettre. Il y a en plus de cette promesse de marque qui est envoyée, qui est posée pour accompagner le projet, il y a tout le savoir-faire qui est derrière, avec des modules de formation. Chez nous, c'est 25 modules de formation. Il y a des manuels opératoires complets sur le commerce, le management, la technique. Enfin, il y a énormément de choses.
Et c'est tout l'accompagnement qui va être derrière. Donc, il y a vraiment toute la partie support, outils, avec la formation et tous les modes opératoires. Et puis ensuite, il y a tout l'accompagnement qu'on va avoir au quotidien auprès de nos franchisés avec le service animation ou QHSE pour chez nous avec la sécurité. Oui, vous anticipez un petit peu sur la suite des questions, mais effectivement, il y a tout ça qui est vraiment à prendre en ligne de compte et qu'il faut pas, enfin, que les entrepreneurs ont en tête de toute façon quand ils se lancent en franchise. Ce qui pour moi est important justement par rapport à ça, hein, je me permets, c'est le dimensionnement de la tête de réseau qui, moi, m'a vraiment... c'était quelque chose... À partir du moment où je voulais entreprendre en franchise, j'ai quand même cherché aussi des réseaux solides et avec une vraie tête de réseau structurée pour être garanti d'avoir un accompagnement, que ce soit marketing, technique, tout ce qui va me permettre de pouvoir entreprendre justement dans ce cadre de la franchise. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Attila, voilà, avec une tête de réseau vraiment très structurée. Et ça, c'est, à mon sens, extrêmement important quand on souhaite entreprendre en franchise. Comment vous avez fait pour mesurer ce niveau d'accompagnement? Ça passe par des questions franchiseurs, ça passe par des rencontres sur le terrain avec des franchisés en place? Tout à fait. Questions aux franchiseurs, rencontres terrain avec différents franchisés, ce qui me permet de recouper entre quelque sorte les informations pour être vraiment sûr de tout cela. Et puis après, également les différents interlocuteurs qu'on peut avoir dans tout le parcours de recrutement chez Attila. Où on n'a pas qu'un seul interlocuteur, on rencontre différentes personnes et donc voilà, au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a quand même un petit peu de monde derrière et c'est voilà, on se fait quand même une bonne idée de ça. Oui, ça c'est des choses dont vous avez réussi à vous rendre compte avant même forcément d'intégrer le réseau en discutant, en cherchant un peu de votre côté. C'est ça, tout à fait. J'ai toujours eu des échanges très transparents dès le départ, donc j'avançais en confiance et puis au fur et à mesure des personnes que je rencontrais, toutes les informations se recoupaient. Donc, il n'y avait aucune raison de ne pas continuer à avancer. Tous les voyants étaient ouverts. Exactement. On dit souvent que quand on choisit la franchise, on sécurise à 80% sa réussite avant même d'ouvrir. C'est quelque chose que vous confirmez, vous, sur le terrain? Alors, c'est difficile à quantifier. C'est sûr que c'est essentiel. Après, on reste malgré tout indépendant et c'est notre travail aussi qui fait qu'on avance. Donc, dire 80%, je ne saurais pas vous dire précisément, mais c'est essentiel, c'est très clair. Après, c'est l'ensemble qui fait qu'on arrive à 100% de réussite. On le sécurise grandement, en tout cas, son lancement avec la franchise. C'est ça, tout à fait. Justement, là, on a parlé un petit peu de l'avant. Maintenant, le pendant, en tout cas, quand vous avez ouvert, comment ça se passe, l'accompagnement sur place, le parcours d'intégration? Comment ça s'est passé pour vous, l'intégration au sein du réseau? Alors, ça a commencé donc par une cooptation qui m'a permis de rencontrer différents franchisés, que ce soit des rencontres physiques ou des rencontres téléphoniques. Par la suite, il y a eu un gros programme de formation initiale qui me permet de monter en compétences et de bien appréhender l'intégralité du concept et des méthodes, des modes opératoires pour pouvoir ouvrir l'agence en toute sérénité. Et par la suite, il y a eu un gros accompagnement, alors qui forcément au fil du temps, le besoin est moins important, mais en tout cas au départ, il y avait un énorme accompagnement pour la partie commerce, la partie marketing, la partie technique aussi, avec un service technique qui est extrêmement bien structuré chez Attila et qui me permettait d'avancer sereinement sur tout le concept, parce que la formation c'est une chose, mais après on est forcément sur le terrain et on peut toujours avoir des difficultés. Et là, il y a toujours eu de l'accompagnement, même encore maintenant, où j'ai régulièrement la visite de l'animateur régional qui vient me voir pour qu'on discute un petit peu des problématiques, ou si moi-même j'ai une problématique, je peux l'appeler, ou je peux appeler n'importe qui à la tête de réseau selon la problématique et j'aurai toujours une réponse très rapide. Et ça, vous venez de vous lancer il y a une année, enfin 1 an à peu près. Ça, Anthony, c'est quelque chose qui se traduit dans la durée. C'est pas juste pour les franchisés au départ et puis sur les 12 premiers mois. Ensuite, il y a vraiment besoin de cet accompagnement dans le temps. C'est essentiel. En fait, il y a forcément un accompagnement un peu plus intense au départ, puisque on est sur les prémices de l'entrepreneuriat, parce qu'on est souvent sur des primo-accédants, et puis on découvre un nouveau métier, puisqu'on ne prend pas des gens du technique ni de la toiture, donc il y a un besoin fort d'accompagnement sur la partie technique et commerciale.
au départ. Et puis ensuite, effectivement, on allonge un peu l'accompagnement, mais il est toujours là. Et tous les 2 mois, quasiment, il y a une visite de l'animation. Donc, il y a soit l'animateur réseau, soit l'expert sécurité qui viennent pour soit auditer, soit accompagner l'entrepreneur ou le franchisé dans son projet et dans son évolution. Donc, ouais, c'est vraiment important qu'on soit là à chaque instant, quand tout va bien, puis aussi quand ça va moins bien. Donc, ça permet vraiment de ne pas se sentir seul et de prendre toute la mesure de l'univers de la franchise. Vous disiez quand tout va bien ou quand tout ne va pas bien. Comment ça se passe concrètement quand vous avez un franchisé en difficulté? Il y a des actions qui sont mises en place. Le franchiseur a ce rôle-là aussi quand il y a des moments un peu plus durs? Tout à fait, tout à fait. Nous, en tant qu'enseigne, on a tout intérêt à ce que nos franchisés fonctionnent correctement et que voilà, il n'y ait pas de problématiques X ou Y. Donc, effectivement, quand il y a des problématiques sur des franchisés qui sont en difficulté sur des sujets de RH, de recrutement, d'organisation, de management ou de commerce, ou voire même de technique en production, il y a d'abord un diagnostic qui est effectué par l'animation de réseau. Et puis ensuite, il y a un plan d'accompagnement qui est proposé. Et puis après, quand il y a vraiment une problématique forte sur une déperdition de chiffre d'affaires, ou si on sent que vraiment il y a vraiment une chute vertigineuse qui est opérée, et puis un franchisé qui est un peu perdu, là, pour le coup, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a quelques franchisés qui sont dans cette situation. On va organiser un bootcamp. Donc, c'est collectif. Et puis, on va travailler en mode co-développement sur le projet. Donc, c'est une vraie bulle d'air, pour le coup. Et on va travailler avec nos franchisés sur voilà, c'est quoi votre projet, c'est quoi l'ambition et la vision que vous portez dessus. Et puis ensuite, on les fait travailler sur un SWOT pour essayer d'identifier un peu où sont les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et puis ensuite, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a la technique du KISS. Alors, c'est pas très connu, mais en gros, c'est un SWOT qui va un peu plus en détail. C'est qu'est-ce que je garde, c'est en anglais, mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je dois stopper parce que ça freine mon activité, et qu'est-ce que je dois démarrer pour aller chercher de la croissance. Et derrière tout ça, on définit des priorités, souvent c'est 2 ou 3, et on les transpose en plan d'action. Et c'est le franchisé qui choisit lui-même quelles actions il va poser pour soutenir son projet d'entreprise. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise que finalement tout est toujours tout beau, tout rose, on va toujours dans une direction. Il peut y avoir des vraies baisses de motivation. Oui, complètement. Parce qu'on a beau être dans la franchise, moi je prends souvent cette image-là. La franchise va vous donner un beau vélo avec une belle écurie, vous allez pouvoir faire un beau Tour de France, mais c'est vous qui allez pédaler. Et il y a des moments, c'est dur. Soit voilà, il y a des et donc il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir plein de soucis, la fatigue, il y a plein d'éléments externes ou internes qui peuvent arriver. Et c'est là où c'est important d'avoir cette main tendue du franchiseur pour prendre ce bol d'air, respirer, se reposer sur son projet, identifier calmement les choses. Et surtout, une fois que ça s'est posé, c'est comment on accompagne dans le suivi. Parce que nous, à aucun moment, on appuiera sur le bouton. C'est bien le franchisé qui va décider de faire. Et nous, on est là pour accompagner la mise en pratique des plans d'action. C'est rassurant pour vous, Camille, ce filet, encore une fois, de sécurité ? Oui, complètement, parce que effectivement, on reste indépendant, on choisit, on prend nos propres décisions, mais d'avoir ce filet et de savoir que si on a un doute, si on a des questions, on peut se reposer sur le franchiseur. C'est pour moi, c'était primordial finalement. Une fois que j'avais bien compris les enjeux de la franchise, je pense que je ne pourrais pas refaire autrement que dans le cadre d'une franchise, justement, et parce qu'il y a cet accompagnement, cette sécurité, et finalement, on entreprend seul quelque part, on va dire juridiquement parlant, mais là, c'est un vrai travail d'équipe. Et c'est vrai que chez Attila, on a vraiment ce côté équipe avec des gens qui sont présents et au besoin, ou même quand il n'y a pas de besoin, qui appellent, qui prennent des nouvelles, et puis savoir si tout va bien. Et si ce n'est pas le cas, qui vont nous accompagner pour nous guider vers une meilleure direction, sans jamais une nouvelle fois prendre les décisions à notre place. L'équipe sera là derrière, quoi qu'il arrive. Il y avait
Il y avait une étape que vous redoutiez plus qu'une autre au moment de vous lancer en franchise? Oh, il y en avait beaucoup, mais puisque c'était quand même malgré tout entreprendre. Donc, entreprendre, c'est prendre des risques. La franchise permet de réduire malgré tout ce risque. Mais oui, chaque jour, presque, en tout cas au démarrage, était une prise de risque, que ce soit voilà, de se lancer dans le projet, d'y aller vraiment concrètement en signant l'entrée dans la franchise, les premiers recrutements. Enfin, tout est source d'appréhension. Et chaque étape nouvelle a créé une appréhension. C'est ça. Alors après, je pense que c'est inhérent à tout entrepreneur. Voilà, après, c'est là où d'avoir quand même un réseau, ça permet de discuter. Voilà, même avec d'autres confrères franchisés, des problématiques, des choses comme ça. C'est quand même vraiment bien de pouvoir compter sur une équipe solide et puis avec une vraie mentalité de cohésion. Oui, justement, vous venez de soulever un point important. Quand on parle de filet de sécurité, il y a le filet de sécurité de l'équipe du franchiseur. Et puis, il y a aussi tous les autres membres du réseau, tous les autres franchisés qui finalement apportent leur aide aussi différemment. Oui, absolument. C'est vrai que ça permet d'avoir des un questionnement technique ou autre. On peut tout à fait compter sur eux. Moi, j'échange énormément, que ce soit avec mes confrères proches géographiquement ou même d'autres qui sont plus éloignés, mais avec qui j'ai de bons contacts. Ça, c'est vrai que c'est très fréquent et c'est un vrai appui supplémentaire en complément du franchiseur. Oui, on y pense moins. Anthony, vous, c'est quelque chose que vous encouragez, même s'il n'y a pas forcément besoin d'encouragement à ce niveau-là, mais vous leur dites aux franchisés que c'est important de pouvoir compter sur l'aide des autres? Ah bah, c'est essentiel. Surtout qu'on est une de nos racines, valeurs racines, c'est l'intelligence collective. Donc effectivement, on a cette sensibilité du double accompagnement du franchiseur qui structure, qui forme, qui accompagne, qui challenge. Et puis il y a le réseau avec la solidarité entre pairs. Il y a le parrainage, il y a les groupes de travail, il y a les commissions. Et puis en fait, ça, c'est des choses qu'on fait d'entrée de jeu à l'intégration de nos nouveaux franchisés. On a des formats promo et pendant 8 à 10 semaines, on a nos franchisés en herbe qui sont en groupe, donc 6-8, ça dépend des sessions. Et pendant 8-10 semaines, ils vont passer leur temps ensemble, ils vont apprendre ensemble, ils vont découvrir l'entrepreneuriat et donc ouvrir un chapitre de leur vie extrêmement important. Et donc, ça tisse des liens extrêmement forts. Camille pourra en parler mieux que moi, d'ailleurs. Mais du coup, ça cimente d'entrée de jeu l'état d'esprit dans lequel on se pose sur ce double accompagnement, si je puis dire. Camille, vous avez des exemples concrets de ces liens qui se sont tissés et des difficultés ou des étapes que ça a pu vous aider à surmonter? Ah bah, c'est vrai que cette partie formation initiale, donc pour le coup, nous on était une promo de 5, mais on a encore maintenant des liens extrêmement réguliers. Voilà, on se fait des petites visios, parce qu'on est répartis un peu sur toute la France, donc on ne peut pas se voir physiquement. Mais oui, on a, comme le disait Anthony, appris ensemble l'intégralité du concept, l'entrepreneuriat, puisqu'aucun d'entre nous ne l'était. Donc, ça nous a permis à chacun de se poser des questions, d'arriver à régler des problématiques des uns, et puis quand d'autres nous permettaient de régler nos propres problématiques, de se rassurer aussi quelque part, puisqu'on se rend compte qu'on a tous les mêmes, les mêmes questionnements. Et puis, voilà, ça c'est vrai que c'est quand même essentiel. Et même maintenant, on s'appelle encore si on a un souci spécifique, ça crée vraiment un vrai lien. Alors avec les autres franchisés, on peut avoir aussi un lien, mais là, c'est d'avoir passé 8 semaines ensemble dans la même formation, avec les mêmes problématiques, et puis au fur et à mesure de se rendre compte que tout s'imbrique, et puis finalement, on finit les 8 semaines de formation, on est tous rassurés, et on se dit, allez, maintenant on y va, on ouvre la porte, et puis c'est parti, quoi. Oui, vous avez grandi ensemble finalement en tant que chef d'entreprise à ce moment-là? C'est ça, exactement. Avec les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes appréhensions. Tout à fait, oui. Alors certains étaient un peu plus avancés dans le projet, donc avaient un peu parfois les réponses aux questions que d'autres avaient, et inversement. Mais globalement, oui, on a tous grandi ensemble et on est tous sortis grandis de cette formation. Et
Voilà. Et vous continuez à avancer ensemble finalement. C'est ça, exactement. On aime bien discuter de nos problématiques, justement, que ce soit de recrutement ou de problématiques techniques. On en discute entre nous, puisqu'on rencontre à peu près les mêmes problématiques. Donc, en gros, le premier qui l'a rencontré va pouvoir un peu aiguiller les autres sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, ça permet, voilà, comme on a des liens vraiment particuliers, c'est plus facile de parler aussi. Quand on se connaît, comme on se connaît maintenant après avoir passé 8 semaines ensemble. Oui, ça crée du lien tout de suite et ça illustre bien finalement la façon dont la franchise évite la solitude dont on parle beaucoup, la solitude du chef d'entreprise, la tête de réseau, les membres du réseau, les franchisés, ça fait beaucoup de monde qui est autour de vous et qui vous permet de ne pas être tout seul face à tout ce qui arrive. Exactement. Il y a une chose dont on a un peu commencé à parler, c'est le fait que le franchisé reste un vrai chef d'entreprise. Donc, il y a tout ce filet de sécurité, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place autour. Il n'empêche que franchisé égale chef d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Non, effectivement, faut pas l'oublier. On est là-dessus, on a un concept effectivement à respecter, puisque à partir du moment où on adhère à un réseau de franchise, qui dit réseau, dit voilà, il faut qu'il y ait quand même une certaine homogénéité. Donc, il est normal de respecter le concept. Malgré tout, une fois qu'on a dit ça et qu'on respecte ce concept, moi, je reste totalement maître de mes décisions en termes de management, notamment. Donc, ça là-dessus, autant je peux poser des questions si j'ai des interrogations au franchiseur, mais néanmoins, à aucun moment, c'est le franchiseur qui m'impose quoi que ce soit sur toutes mes décisions de management ou d'entrepreneur. Oui, il n'y a pas d'ingérence dans votre entreprise. C'est vraiment du tout. Le maître du bateau. Tout à fait, c'est ça, exactement. On pourrait finalement pour faire quelque chose d'imagé, c'est comme si on était en voiture au volant, donc c'est bien nous qui tenons le volant et qui gérons les pédales, mais le GPS, c'est notre franchiseur finalement, qui va nous permettre d'arriver dans les meilleures conditions possibles à destination. On pourrait tout à fait le faire sans le GPS, mais ça pourrait être beaucoup plus long, sans la certitude d'arriver à destination, parce que sans carte, sans GPS, c'est pas toujours simple de se diriger, et avec beaucoup de détours. Mais finalement, dans les deux cas, c'est nous qui avons le volant. La seule chose, c'est voilà, quel est le chemin à suivre. C'est ce que va apporter le franchiseur. Comment est-ce qu'on concilie cette autonomie entrepreneuriale et puis quand même le respect du concept, le fait qu'il y a un franchiseur au-dessus? C'est compliqué ou... Non, c'est pas compliqué parce que à partir du moment où on adhère à un réseau de franchise, on adhère justement à ce concept. Si on ne veut pas respecter le concept, autant effectivement le faire tout seul, mais auquel cas ça risque de pas forcément bien se passer. Voilà, il y a des entre guillemets des droits et des devoirs, si je puis m'exprimer ainsi dans un réseau de franchise. Voilà, le franchiseur va nous apporter énormément de sécurité, énormément de choses. Après, il est logique de respecter le concept global de la franchise. Donc pour moi, c'est pas une difficulté particulière. Vous l'avez bien résumé, il y a effectivement des droits et des devoirs en franchise. On le sait quand on signe. Après, on s'y adapte ou pas si on n'en a pas envie. Si on s'y adapte pas, et ça va poser un problème pour tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est quand même de s'adapter au concept et de respecter les règles du concept, puisque si à partir du moment où on porte une marque, il faut respecter les codes de cette marque et c'est la fondation de la marque. Comment est-ce que justement, quand on est candidat, comment on peut savoir si on est prêt à assumer à la fois les avantages de la franchise et puis les contraintes qui en incombent? Ça nécessite de prendre beaucoup d'informations, de bien peser le pour et le contre, de se rendre compte des avantages et inconvénients, si je puis dire. C'est pas vraiment des inconvénients, mais en tout cas des contraintes que cela peut donner. Et voilà, de bien se poser les questions. Et après, les choses vont d'elles-mêmes, en fait, à partir du moment où on est raccord avec la franchise, avec le franchiseur, et avec cette notion justement de se dire je vais avoir des droits mais aussi des devoirs. Après, globalement, ça se passe bien, mais il faut y réfléchir au préalable. Effectivement, il ne faut pas avancer dans un projet pour se rendre compte qu'au final, le concept ne nous convient pas. Oui, c'est trop tard au bout d'un moment pour faire machine arrière. Je suppose que si ces devoirs sont trop perçus comme des contraintes, c'est que finalement, on n'a pas le bon profil, il ne faut pas se lancer. Oui, c'est ça. Ou effectivement, ou alors peut-être choisir un autre réseau de franchise avec un meilleur équilibre droit-devoir.
Est-ce que ça, Anthony, c'est des choses, enfin des profils que vous voyez de temps en temps, vous vous rendez tout de suite compte si un candidat sera trop, en tout cas pas assez réceptif aux contraintes de la franchise? Oui, c'est d'ailleurs pour ça c'est très processé l'entrée en franchise. À partir du moment où voilà, ça arrive dans les mains du service développement, que dans le recrutement du nouveau franchisé, il y a tout un tas de rendez-vous, de rencontres qui nous permettent de pouvoir mieux connaître le candidat, identifier un peu ses points de force, ses points d'attention éventuels. Et puis, donc, il y a vraiment des points avec le contrôle. Il y a une journée découverte, il y a des cooptations dans des agences avec des franchisés, au nombre de 4. On a des retours des franchisés qui ont coopté. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision d'entrepreneurs au sein du réseau. Et puis, si ça marche bien, derrière, il y a un go-no-go qui est organisé avec le président fondateur, le directeur général et moi-même. Et là, on discute avec le candidat. Et très vite, on va se rendre compte dans les questions, dans l'attitude, dans le projet qu'il est en train de porter, si ça colle ou pas. Et ça nous arrive de temps en temps, c'est assez rare, parce qu'il y a une très belle présélection qui est faite par les équipes. Mais de temps en temps, ça peut arriver d'avoir un candidat qui n'est pas parfaitement aligné avec soit les valeurs, soit le contrat de franchise dans sa globalité. Et là, on se parle et on se dit les choses. Et nous, si c'est pas OK, si on a des doutes, on n'y va pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des profils qui sont adaptés ou pas à la franchise? Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend de l'appétence de chacun. Il y a des gens qui vont être en capacité de pouvoir se dire, bah, moi, je veux entreprendre, mais j'ai besoin d'entreprendre dans un cocon de sécurité, comme on le disait tout à l'heure au début. Je veux être accompagné, j'ai jamais entrepris, je suis OK avec ça, et je suis OK sur les règles que ça impose. Donc, de respecter le concept, de verser des redevances, parce que bah, j'ai tout un tas de services support qui sont mis à ma disposition pour bien entreprendre. Donc, voilà, ça se rémunère aussi. Et donc, je suis OK avec ça. Si à partir du moment on sent qu'il y a des zones de frottement là-dessus, c'est que la personne n'est pas prête. Donc là, c'est plutôt le conseil, c'est plutôt d'aller entreprendre, mais en rachetant une boîte mais qui n'est pas dans un réseau de franchise. Parce que la franchise, on gère des contradictions. Je suis entrepreneur, mais je ne suis pas tout seul. Je gagne mon argent, mais je dois redonner un peu. Je dois respecter un concept. Donc, j'entreprends, mais il y a des zones voilà, il faut les accepter et les connaître, surtout. Justement, parlant de contrepartie et d'un peu de contradiction, comment est-ce où se situe la frontière entre l'accompagnement et la dépendance? Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Alors, c'est une belle question, parce qu'on y est souvent confronté. La limite est extrêmement fine de l'ingérence. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le franchiseur, il accompagne, il dirige à aucun moment. À aucun moment, c'est l'animateur ou le franchiseur qui va prendre la décision d'eux. Nous, on est là pour poser un diagnostic avec le franchisé, définir d'éventuels plans d'action avec lui en disant, voilà, il y a plusieurs pistes qui s'offrent à toi pour pouvoir travailler. Laquelle tu vas choisir? À aucun moment, on va imposer de dire, voilà, il faut que tu fasses du commerce, il faut que tu fasses tant d'objectifs. Ça, là, on est complètement dans l'ingérence. Et ça, c'est pas OK, ce serait du salariat déguisé, quoi. Et donc, et nous, en tout cas, on y attache une importance forte chez Attila, c'est on guide, on alerte, on transmet, mais on ne décide pas à la place d'eux. Et par contre, on donne tous les éléments pour que nos franchisés, comme Camille, puissent avoir un spectre de choix et se dire, voilà, moi, sur cette situation-là, je suis plus à l'aise avec cette action. Donc, je vais choisir celle-là. Et c'est à lui de la mettre en œuvre. C'est vraiment, vous leur offrez ce panel de solutions, de choses que vous avez éprouvées, et puis ensuite à eux de prendre toutes les décisions essentielles. C'est ça. Et c'est là où ils ont toute leur place de chef d'entreprise. Parce que je dirais qu'il y a 80% de la réussite qui va se faire parce que le franchisé, il a suivi les règles, il a suivi la recette à la règle, du coup, ça fonctionne, c'est super. Et puis après, il a des décisions, et c'est là où c'est le plus important, en fait. C'est les 20% les plus importants, c'est la capacité du dirigeant, donc du franchisé, à prendre les bonnes décisions. Et surtout, à appuyer sur le bouton.
Parce que la mise en action, c'est toujours ce qui est un peu plus dur. Comment est-ce qu'on fait, Camille, pour garder un équilibre entre ce respect du modèle, les solutions qui sont proposées, et puis une adaptation locale quand même, parce que forcément, on s'adapte au marché sur lequel on est. Oui, c'est là où c'est ce que disait Anthony, c'est que finalement, le franchiseur va nous donner différentes cartes et ensuite, on va pouvoir adapter ça aux contraintes locales, toujours dans le respect du concept, bien évidemment. Mais ça se fait assez naturellement, en tout cas pour mon cas, parce que voilà, on a toutes les billes. On choisit celle qui va être la plus adaptée à telle ou telle problématique. Mais pour moi, j'ai jamais eu de souci à marier les deux. Et j'ai jamais eu de souci à prendre une décision, ou en tout cas, j'ai jamais été contraint d'en prendre une autre. À aucun moment, j'ai senti un certain poids du franchiseur dans mes décisions. Au contraire, il nous aide en nous proposant des solutions, en nous proposant de l'accompagnement, mais vraiment, j'ai pas de contraintes par rapport à ça, très franchement. Ouais, c'est une aide, c'est pas un frein du tout à ce niveau-là. Au contraire, c'est même un accélérateur quelque part, puisque voilà, on a des solutions qui sont éprouvées, donc après à nous de choisir la bonne, bien évidemment, mais avec tout l'accompagnement qu'il faut. Donc c'est loin d'être un frein, je dis même plutôt un accélérateur. Ça veut dire qu'il y a de la place pour les initiatives individuelles, locales, même quand on est en franchise? Du moment qu'on reste dans le concept, il n'y a pas de problématique à partir du moment où on respecte les règles du concept. On peut vraiment s'adapter. Après, en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment jamais senti de frein de frein du concept pour faire du business en local. Est-ce qu'il y a des règles, alors on va reparler encore de contraintes, mais des contraintes juridiques, contractuelles qu'il faut bien avoir compris avant de se lancer et sur lesquelles certains pourraient être passés un peu trop rapidement? Alors, il y a un contrat de toute façon de franchise qui est signé, donc qui est assez complet. Évidemment qu'il faut le lire et l'intégrer. Après, juridiquement, oui, il y a des règles, mais une nouvelle fois, ça fait partie du concept d'entreprendre en franchise. On en revient aux droits et aux devoirs, quoi. Il y a des règles qui sont liées au concept, à l'utilisation de la marque, voilà, dans le visuel, de respecter tout ça, toujours pour l'homogénéité du réseau. Mais sinon, une fois que tout ça est respecté, il n'y a pas de contrainte juridique particulière. En tout cas, moi, j'en ai jamais ressenti. Pendant qu'on parle, on a une question qui vient d'arriver dans le chat et qui rejoint un peu ce qu'on est en train de dire, donc je vais vous la poser tout de suite. On nous demande quels sont les inconvénients de la franchise. Alors, on a beaucoup parlé de toutes les contraintes qui ressortent de la franchise. Si vous deviez lister les inconvénients de la franchise, qu'est-ce que vous diriez? Alors, effectivement, il y a ces contraintes liées à tout réseau de franchise sur le respect de ce que fait le réseau de franchise. Après, on peut le voir comme une contrainte, on peut le voir aussi comme une force, puisque à partir du moment où on est une marque reconnue, finalement, ces contraintes deviennent une force, puisque c'est ce qui a fait la richesse de la marque. C'est justement ces techniques, ce concept éprouvé. Après, il y a les contraintes, est-ce qu'on pourrait appeler ça les contraintes? Une nouvelle fois, c'est des contraintes financières, puisque effectivement, comme dans tout réseau de franchise, il y a des royalties, mais qui finalement viennent alimenter la tête de réseau, qui, comme je le disais tout à l'heure, est en tout cas chez Attila, extrêmement bien fournie. Donc, finalement, cette contrainte n'en est plus une, puisque ça permet, encore une fois, d'être suffisamment épaulé pour pouvoir avancer sereinement. Donc, des contraintes, moi, j'en vois pas particulièrement, puisque pour moi, toutes les contraintes qu'on pourrait penser au départ sont plutôt des forces, à mon sens, à partir du moment où on est dans un réseau de franchise. Oui, à partir du moment où on les voit comme une réelle contrainte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est trop une contrainte, c'est qu'on n'est pas fait pour la franchise et qu'il vaut mieux passer son chemin finalement. C'est ça, à mon sens, c'est ça. On a bien vu du coup toute l'importance de cet accompagnement, de tout ce qui en découle. Si vous deviez résumer en une phrase ce que la franchise vous a apporté dans le lancement et dans le développement de votre activité, qu'est-ce que vous diriez, Camille? En une phrase, alors je dirais que ça m'a apporté. Je dois à 2-3 avec un certain nombre de mots. Non, je dirais que ça m'a apporté de la confiance dans le projet. Si vraiment je devais faire une seule phrase.
Ouais, c'est vraiment la confiance pour vous lancer, pour aller au bout du projet que vous aviez? C'est ça, la confiance parce que l'accompagnement était présent. Tout seul, vous n'auriez pas été au bout du projet? Peut-être pas dans ce métier. Peut-être dans d'autres que je maîtrisais plus, mais là, ça m'a permis aussi d'aller sur un métier que je ne connaissais pas, un secteur d'activité que je ne connaissais pas, mais ça m'a permis justement d'y aller en confiance parce que je savais qu'il y avait cet accompagnement derrière. Et de vous ouvrir à autre chose finalement que vous n'auriez peut-être pas fait dans un autre cas. Tout à fait. Si aujourd'hui vous deviez donner un conseil à un entrepreneur qui hésite à se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez? De prendre les informations, de ne pas hésiter à rencontrer les franchiseurs, d'essayer d'avoir un maximum d'interlocuteurs chez les franchiseurs justement pour pouvoir avoir beaucoup d'informations, et puis de ne pas hésiter non plus à voir avec le franchiseur pour contacter des franchisés existants pour une nouvelle fois recouper les informations. Après, tout est question d'information, voilà, de traitement de l'information. Est-ce qu'on est prêt à accepter ce qu'on peut appeler contrainte, ce qui pour moi n'est pas une contrainte, mais en tout cas les règles d'une franchise, voilà, se poser les bonnes questions et prendre les bonnes informations surtout sur le réseau de franchise qui est visé. Justement, pour prendre les bonnes informations, qu'est-ce qu'il faut penser à demander à un franchiseur quand on compare un peu les différents réseaux et quand on envisage de se lancer avec un? Il y a des bonnes questions sur lesquelles il ne faut pas passer? Alors, je pense que vraiment le dimensionnement de la tête de réseau, c'est un élément important parce que plus il va y avoir de personnes dans cette tête de réseau, plus c'est structuré, plus c'est quand même gage d'un accompagnement de qualité. Il faut également, à mon sens, ne pas être... se méfier en tout cas des réseaux qui peuvent être un peu pressants sur les prises de décision. Voilà, c'est un processus qui est long. Ça doit être long de la part de l'entrepreneur pour bien réfléchir à ce qu'il veut faire, mais le fait qu'il y ait un parcours assez, comme Anthony le disait tout à l'heure, un parcours avec quand même plusieurs étapes, notamment chez Attila, moi ça m'a rassuré quelque part parce que je me suis dit que voilà, ma candidature était étudiée. Moi, ça me permettait aussi de rencontrer de plus en plus de personnes du réseau avant de prendre ma décision. Et chacun a pris sa décision vraiment en ayant le plus d'informations possible et en toute transparence. C'est vrai que c'est ça, exactement. Et on peut se dire que voilà, le parcours de recrutement chez Attila est fastidieux et on n'a pas envie d'y aller, mais finalement, c'est presque là la première barrière, c'est de se dire oui, ça va prendre un petit peu de temps, plusieurs mois, mais c'est pour le bien de tout le monde. Et finalement, si quelqu'un se dit ça va pas assez vite, peut-être qu'il n'est pas fait non plus pour entreprendre dans la franchise. Et de l'autre côté du miroir, Anthony, est-ce qu'un candidat doit s'attendre à avoir des questions très précises, à répondre à des questions très précises quand il candidate en tant que franchisé? Oui, parce que l'idée, c'est qu'on fasse connaissance. Encore une fois, c'est au-delà du concept et du projet qui est porté par l'enseigne, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Donc, est-ce qu'on on veut entreprendre, c'est super, on veut le faire ensemble, c'est génial. Maintenant, est-ce qu'on parle le même langage, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Ça, c'est important. Donc oui, il y a des points qui sont spécifiquement regardés sur les compétences, sur la posture, sur les valeurs humaines, en tout cas chez nous. Parce que c'est important que, comme le disait qui est très bien, c'est une décision qu'on prend ensemble. On va s'engager ensemble pour un contrat de 5 ans, renouvelable ou pas, en fonction de chacun. Mais en tout cas, on sait qu'on va partir ensemble dans une aventure. Et avant de partir, il faut qu'on se sente à l'aise des deux côtés pour que ce soit serein et qu'on ait en toute sécurité et confiance. Que tout se passe bien. À quel moment est-ce qu'on va se dire ok, je suis fait pour la franchise, ou au contraire, non, finalement, je me rends compte que c'est pas pour moi? On peut se dire ça quasiment jusqu'à la fin du processus? Oui, c'est possible de se le dire à n'importe quelle étape. Alors, en règle générale, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre le temps de découvrir la franchise dans sa globalité. Donc, souvent, ce qui est intéressant, c'est les salons, type le salon de la franchise à Paris ou à Lyon, puis il y en a plein d'autres en région. Ça permet en plus de s'être encardé sur l'univers de la franchise, de venir connecter physiquement avec des enseignes
et de manière très large au départ. Je pense que c'est intéressant d'avoir un éventail grand ouvert pour voir un peu ce qui se passe, de quoi on parle, qu'est-ce qu'il existe, de ne pas se freiner sur les différents réseaux, et puis au fur et à mesure des rencontres, de resserrer un peu les mailles et de finalement sélectionner les 4 ou 5 réseaux de franchise avec qui on se sent à l'aise avec le concept ou le métier, et puis surtout avec les valeurs. Parce que ça, c'est important. Et après, rien de plus important que la connexion physique qu'on a avec l'enseigne, puisque du coup, c'est là où on va se sentir aligné ou pas, en fait. Oui, et ça marche des deux côtés, pour le coup. Et justement, il y a une question qui est en lien avec cette notion d'alignement. Quelqu'un nous demande s'il est possible qu'un franchisé soit gérant de plusieurs réseaux de franchise sur son secteur. Du coup, est-ce que c'est possible d'être franchisé d'une enseigne et puis de devenir plurifranchisé chez quelqu'un d'autre? Tout à fait. En fait, on a déjà le cas au sein du réseau. C'est assez nouveau. On n'avait que des mono-franchises, si je puis me permettre l'expression. Et en fait, on a un franchisé, Thierry Bastin, qui avait 3 agences. Là, il en a revendu une à une de ses collaboratrices, donc, de ses responsables d'agence. Et puis, du coup, Thierry, en fait, il avait envie de voir autre chose dans la franchise. Et il est parti sur une franchise de bière. Et donc, il a ouvert une autre branche dans l'univers de la franchise. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et puis, on a d'autres candidats qui sont aussi sur ce genre de projet. Donc, non, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, il faut avoir une structure organisée pour cela. Parce que ça peut vite, on peut vite mettre le premier bateau à l'eau. Donc, il est très important de préparer ces projets-là et de se dire, je souhaite soit faire de la multifranchise dans mon enseigne, soit faire de la multifranchise avec d'autres enseignes. Mais pour ça, il faut que je sécurise mon premier projet. Oui, on ne peut pas faire d'un coup. Que j'ai un management, que j'ai une organisation qui est correctement posée pour que mon projet soit sécurisé, que je sois serein et que je puisse le diriger en tête haute. Donc ça, c'est la plurifranchise que vous venez d'évoquer. Il y a aussi la question de la multifranchise qui peut se poser. La multifranchise, donc c'est le fait d'avoir plusieurs agences au sein de... Est-ce que c'est quelque chose qui se fait chez vous? C'est un profil différent? Non, on le fait à fond. On permet de le faire parce que pour nous, ce qui est riche chez Attila, c'est qu'on permet à des entrepreneurs de réaliser leur projet de vie. Entreprendre, c'est un vrai projet de vie. Et surtout de pouvoir le développer une fois qu'on a commencé à créer. Donc le multisite, chez nous, c'est plébiscité. On a 35% du réseau qui est multisite. Donc c'est soit 2, 3 enseignes, voire 4. Donc pour certains. Donc oui, on le fait. Maintenant, on ne le fait pas n'importe comment. On a vraiment optimisé l'accompagnement là-dessus, justement pour faire le lien avec ce que je disais avant. C'est OK, tu veux ouvrir une deuxième agence, magnifique. 1, t'es prêt. 2, est-ce que ton premier projet, donc ton agence 1, elle est sécurisée? Est-ce que si demain, toi, tu pars faire un autre projet, la structure reste solide et elle ne chute pas? Donc, est-ce que d'un point de vue organisationnel, managérial, les choses sont posées et vérifiées? Et à partir de ce moment-là, il y a un dossier d'accompagnement, il y a des rencontres, il y a une présentation de projet et après, il y a un go-no-go comme quand on rentre dans la franchise. Oui, c'est un métier encore différent, devenir multifranchisé ou plurifranchisé, on prend une autre casquette encore. Ouais, c'est complètement, on prend une hauteur de projet qui est différente. On n'est plus manager de son projet, on est dirigeant. Et là, c'est plus le même job parce que financièrement, c'est pas pareil. D'un point de vue légal non plus. Et puis, il y a plein de nouvelles compétences qu'il faut aller développer sur cette gestion de multitête. Donc, il y a plein de nouvelles approches qui arrivent et dans le management, et dans la gestion d'entreprise, et dans la gestion de son patrimoine. Et voilà. On va encore au-delà après. C'est une question qui sort un petit peu de l'accompagnement pur directement. Alors, une dernière question qui arrive, qu'on va prendre, c'est peut-on automatiser facilement la gestion opérationnelle dans la franchise?
afin de pouvoir se consacrer à d'autres projets en complément. J'imagine que ce que veut savoir la personne, c'est si on peut être franchisé tout en gardant d'autres compléments de revenus. C'est ce que j'ai compris dans les lignes. Ouais. Alors, à partir du moment, encore une fois, où on est suffisamment structuré dans les projets qu'on dirige. Aujourd'hui, une agence Attila, pour parler de chez Attila, c'est 100% du temps. Hein. Ça prend de l'énergie, il faut être dedans, il faut la manager, il faut s'assurer que voilà, la partie sécurité, parce qu'on travaille en hauteur quand même, est OK. Il faut s'assurer qu'en fait, la promesse commerciale qui est envoyée au client a une réalité technique en lien avec la promesse qu'on a envoyée. Donc, ça veut dire que voilà, ce que j'amène en discours pour vendre mon entretien ou ma réparation, techniquement, ce soit propre et bien réalisé et que les gens soient en sécurité. Donc tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut être ancré dans le projet pour que ça fonctionne bien et mettre les bons processus, les bons audits, vérifier si les collaborateurs ont la bonne posture, les bonnes actions, etc. Mais à partir du moment où on se dit, bah voilà, j'ai envie d'avoir un projet multi-tête dans l'enseigne ou à côté, je dois préparer ça. Je dois préparer ma structure et le management que je vais poser dedans. Dans ces conditions-là, c'est top. D'y avoir répondu, du coup, c'était une question qui sortait un petit peu, mais je pense que la personne qui l'a posée devait avoir certains projets en tête. Merci d'y avoir répondu. Donc, juste, on rappelle les 3 piliers qu'on a évoqués pendant ce webinaire, qui sont la sécurité du modèle éprouvé, le soutien du terrain et du collectif, et puis la liberté, parce que vous restez votre propre patron quand vous devenez franchisé. Merci à tous les deux pour votre éclairage, pour votre intervention. Merci beaucoup. Qui nous ont suivis. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à prendre contact directement avec Attila si vous voulez un petit peu plus de renseignements ou à aller un petit peu plus loin sur tout l'accompagnement en franchise. On vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci. Bon après-midi à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.